Bonjour à tous, c'est Gaël, indicatif F4IHG et j'anime la chaîne YouTube Rando QRP. Après avoir réalisé une série de vidéos sur une antenne HF verticale, multibande, portable, ensuite un tutoriel sur l'antenne demi-onde, alimentée au bout, l'ENFEND, puis une vidéo sur un dipôle à éléments commutables, j'ai souhaité m'intéresser à une antenne moins courante sur le terrain, la Delta Loop. Souvent considérée comme une antenne fixe, la Delta Loop offre pourtant des caractéristiques intéressantes lorsqu'elle est adaptée à un usage portable. Absence de plan de sol, comportement silencieux et fonctionnement multibande possible avec une boîte d'accords. Dans ce tutoriel, je vous propose la réalisation et l'utilisation sur le terrain d'une Delta Loop montée sur un support compact, antenne dimensionnée ici pour la bande des 10 mètres, mais que j'ai exploité sur différentes bandes avec succès, du 10 mètres jusqu'au 30 mètres, afin de voir ses performances réelles et ses limites en conditions portables. La vidéo va se dérouler de la manière suivante. Je vais procéder au déploiement de l'antenne. Je parlerai de la Delta Loop de manière générale. J'aborderai ses avantages, ses inconvénients et diverses autres choses. Ensuite, je procéderai à la fabrication de l'antenne et en particulier du balloon 4 pour 1 nécessaire à son bon fonctionnement. Allez, c'est parti!
La Delta Loop est une antenne monobande, constituée d'une boucle fermée dont le périmètre est égal à une longueur d'onde à la fréquence de résonance. Il s'agit d'une antenne en forme de triangle équilatérale ou isocèle facile à construire. Elle est généralement réalisée en fil de cuivre souple. Son comportement dépend fortement de sa configuration, de sa hauteur par rapport au sol et de sa géométrie, comme nous allons le voir un peu plus tard. La Delta Loop fonctionne de manière simple mais très efficace selon les principes suivants. Le courant circule sur l'ensemble de la boucle fermée avec une distribution continue de courant et de tension le long du conducteur. Le point d'alimentation de l'antenne peut être placé à différents endroits de cette boucle, au sommet, autrement appelé apex, sur l'un des côtés ou bien la base. Cette position détermine les valeurs locales de courant et de tension et influence directement l'impédance d'alimentation, souvent comprise entre 100 et 200 ohms environ, selon la géométrie et la hauteur de l'antenne. Dans une boucle résonante d'environ une longueur d'onde, le courant varie le long du conducteur, atteignant un maximum à l'opposé du point d'alimentation et un minimum à proximité de celui-ci, ce qui détermine la répartition des tensions. La répartition courant-tension engendre un rayonnement principalement perpendiculaire au plan de la boucle, modulé par la hauteur et l'influence du sol. La hauteur au-dessus du sol de l'antenne et les caractéristiques du terrain modifient sensiblement le diagramme de rayonnement, notamment l'angle d'attaque, ce qui explique les très bonnes performances DX des antennes Delta Loop correctement installées. Grâce à cette répartition du courant parcourant la boucle, le rayonnement de l'antenne reste à la fois efficace et régulier avec un excellent rendement. Les pertes ohmiques dans le conducteur restent faibles par rapport à l'énergie rayonnée et le champ électrique reste bien confiné, ce qui limite le bruit reçu. Ceci est un avantage majeur, surtout si vous êtes un opérateur situé dans un environnement urbain ou bien industriel où les perturbations électromagnétiques sont fréquentes. Le niveau de bruit reçu est généralement bien inférieur à celui d'un dipôle ou d'une antenne verticale classique, rendant vos communications plus claires et fiables. Les antennes Delta Loop offrent une grande flexibilité d'installation selon les contraintes pratiques, telles que l'espace disponible, les supports existants, la hauteur et les objectifs. DX, longue distance, NVIS, communication locale. Le choix de l'orientation détermine l'angle de rayonnement principal, tandis que le point d'alimentation fixe la polarisation désirée. Les configurations courantes exploitent des arbres, des mâts ou des piquets pour un déploiement rapide adapté aux radioamateurs en fixe ou en opération en portable. Une antenne Delta Loop verticale, plan de boucle vertical, avec l'apex, le sommet en haut, est idéal pour du DX à faible angle. Le rayonnement est omnidirectionnel en azimut. Une antenne Delta Loop horizontale, plan de boucle horizontal ou bien inversé, apex en bas, est parfaite pour du NVIS, du local à angle élevé. Elle est facile à tendre entre deux points hauts, une faible hauteur est requise. Le déploiement peut être réalisé en 5 minutes avec des fouets télescopiques. Une antenne Delta Loop oblique avec un plan incliné est un compromis pratique pour des terrains irréguliers. On obtient une polarisation mixte avec un bon équilibre DX local. L'angle de l'apex varie généralement autour de 60 degrés pour un triangle équilatéral, mais des angles plus larges comme 90 degrés peuvent être aussi utilisés. La configuration choisie influence l'angle de départ, le diagramme de rayonnement et l'impédance d'alimentation.
L'impédance typique de la delta loop au niveau du point d'alimentation peut varier suivant l'endroit où ce point d'alimentation se trouve. Sur un sommet, l'impédance sera de 100 à 120 ohms. Elle sera de 200 ohms environ si le point d'alimentation se situe au milieu d'un côté. Ces valeurs sont indicatives et peuvent varier fortement suivant la hauteur de l'antenne et la qualité, la nature du sol. Comme il a été dit précédemment, la position du point d'alimentation le long de la boucle détermine la polarisation du champ rayonné. Si on alimente au sommet ou à la base de la boucle, le courant est maximal le long des côtés de la boucle. Cette configuration produit une polarisation horizontale. Si on alimente sur l'un des côtés de la boucle, le courant est maximal le long du côté alimenté et minimal aux extrémités, sommet et base. Cette configuration produit une polarisation verticale. En pratique, le point d'alimentation reste le facteur principal pour choisir la polarisation souhaitée. Quel est le comportement de l'antenne delta loop suivant sa hauteur par rapport au sol? La hauteur de l'antenne par rapport au sol, qui agit par le biais des courants induits dans le sol et des effets de réflexion, modifie la résistance de rayonnement et l'impédance d'alimentation de la delta loop. À une faible hauteur, inférieure à 0,15 lambda, il y a une forte interaction avec le sol, un fort couplage, une impédance plus basse et souvent plus résistive, ce qui induit des pertes accrues et un rendement de l'antenne réduit. À une hauteur intermédiaire comprise entre 0,2 à 0,3 lambda, on obtient une impédance plus stable, un angle de départ de rayonnement plus favorable au DX. À une grande hauteur supérieure à 0,35 lambda, on a une impédance plus élevée, un diagramme plus propre, assez directif, une meilleure efficacité globale. En s'élevant du sol, les pertes liées au sol diminuent et l'impédance d'alimentation devient généralement plus élevée et plus stable, sans modification significative de la résistance de rayonnement intrinsèque de l'antenne. Les valeurs que je viens de vous donner sont bien sûr indicatives et dépendent fortement de la conductivité du sol et de l'environnement. La géométrie du triangle influence directement les caractéristiques électriques, en particulier la répartition des courants et la valeur de l'impédance au point d'alimentation de la delta loop. Parmi les paramètres géométriques, l'angle du sommet du triangle, l'apex, opposé à la base, joue un rôle déterminant. La forme du triangle conditionne l'orientation relative des conducteurs par rapport au sol. Lorsque l'angle de l'apex est faible, les côtés de la boucle deviennent en quelque sorte plus verticaux. Cette configuration modifie la répartition des courants le long de la boucle et renforce certaines composantes verticales du courant. La composante verticale du courant est alors plus marquée, ce qui modifie la distribution du champ rayonné. Un angle d'apex plus large produit un triangle plus aplati. Les conducteurs sont moins verticaux et la distribution des courants devient plus homogène sur l'ensemble de la boucle. Lorsque l'angle au sommet réduit, les côtés convergent fortement vers l'apex. Cette configuration modifie la distribution des courants et place le point d'alimentation, lorsqu'il est situé sur un côté, dans une zone de tension plus élevée et de courant plus faible. Il en résulte une impédance d'entrée plus élevée, généralement comprise entre 150 et 200 ohms. Alimenté sur un côté vertical, cette géométrie favorise une polarisation verticale dominante. Dans ce cas, l'utilisation d'un balloon 4 pour 1 est généralement appropriée pour adapter l'antenne à une ligne de 50 ohms. Lorsque l'angle au sommet est plus large, la boucle s'élargit et la distribution des courants devient plus homogène. Le point d'alimentation se situe alors dans une zone de courant plus élevée, ce qui abaisse l'impédance d'entrée.
Celle-ci se situe typiquement entre 70 et 110 ohms, avec un comportement plus stable et un diagramme de rayonnement légèrement plus symétrique. Dans cette configuration, un ballon 2 pour 1 sera mieux adapté. Donc, comme on vient de le voir, pour concevoir une bonne antenne Delta-Loop, il faut jouer sur 3 paramètres. La géométrie du triangle, la hauteur par rapport au sol et la position du point d'alimentation. Plus l'apex est pointu, plus l'impédance monte, et plus la boucle est haute, plus l'angle de départ descend, ce qui est parfait pour le DX, le trafic longue distance. Quels sont les avantages d'une antenne Delta-Loop? Une antenne Delta-Loop bien réalisée présente un excellent rendement et en conditions réelles d'installation, un diagramme de rayonnement souvent plus favorable qu'un dipôle comparable. En espace libre, son gain est similaire à celui d'un dipôle demi-onde, mais en pratique, elle peut parfois offrir un avantage apparent de 1 à 3 dB selon la hauteur, l'environnement et la qualité de l'installation. C'est également une antenne réputée pour son faible niveau de bruit, car sa structure en boucle fermée la rend moins sensible au bruit électrostatique. Il est souvent dit qu'avec une Delta-Loop, on contacte ce que l'on entend. La polarisation et le diagramme de rayonnement peuvent être adaptés en jouant sur la position du point d'alimentation et la géométrie du triangle. Il est ainsi possible de favoriser une polarisation plutôt verticale ou horizontale, d'optimiser l'antenne pour le trafic régional de type NVIS ou pour le DX, et de favoriser certaines directions de rayonnement. Dimensionnée pour la bande la plus basse, la Delta-Loop peut fonctionner sur plusieurs harmoniques. Par exemple, une loupe taillée pour le 40 mètres sera également utilisable sur le 20 mètres et le 15 mètres, généralement à l'aide d'un coupleur. À mesure que la fréquence augmente, le rayonnement devient plus directif avec l'apparition de lobes multiples, ce qui en fait une antenne HF polyvalente. Enfin, la Delta-Loop se distingue par une construction mécanique simple et peu coûteuse, un triangle de fil tendu entre 3 points d'ancrage, mât, arbre ou pignon, quelques isolateurs, un câble coaxial et un dispositif d'adaptation, ce qui est suffisant pour obtenir une antenne pleinement opérationnelle. Quels sont les inconvénients d'une antenne Delta-Loop? L'antenne Delta-Loop est plus volumineuse qu'un dipôle demi-onde sur la même bande et nécessite une installation mécanique plus complexe, avec 3 points d'ancrage, un support d'apex et une gestion attentive de la tension du fil et de la prise au vent. Son diagramme de rayonnement est sensible au point d'alimentation, à la géométrie du triangle et à l'influence du sol, ce qui demande un minimum de réflexion lors de l'installation. L'impédance d'alimentation, souvent comprise entre 70 et 200 ohms selon la configuration, nécessite l'emploi d'un ballon 2 pour 1 ou 4 pour 1, d'une ligne d'adaptation ou d'un coupleur. Si ces dispositifs sont mal conçus ou mal adaptés, ils peuvent introduire des pertes et de la complexité supplémentaire. En fonctionnement multibande, les Delta-Loop présentent un comportement moins intuitif avec l'apparition de lobes multiples dans le diagramme de rayonnement et des impédances variables sur les harmoniques. Malgré ces inconvénients, la Delta-Loop reste une antenne simple dans son principe, mais riche en subtilité. Bien réglée, elle offre un faible niveau de bruit, un excellent rendement et un rayonnement propre. On peut retenir qu'à mesure que l'antenne est installée plus haut, l'angle de départ devient plus favorable au DX. En dessous d'environ 0,15 à 0,2 lambda, l'influence des pertes au sol devient plus marquée et l'antenne se prête davantage au trafic régional. Le temps est venu pour moi de vous présenter la fabrication de l'antenne Delta-Loop que j'utilise pour mes opérations en portable et qui m'a donné jusqu'à présent des résultats plus ou moins satisfaisants. Je me suis, dès le début de mon projet, fixé un cahier des charges comprenant
les choses suivantes. Antenne peu encombrante, légère, facile et rapide à mettre en place ou bien à démonter, multibande, peu cher et facile à reproduire. Rechercher l'équilibre entre praticité et performance n'est pas chose facile. Aussi, je vais être honnête, cette antenne est loin d'être parfaite, mais on peut potentiellement faire de beaux QSO sur différentes bandes et elle offre un champ d'expérimentation assez large. Alors, pourquoi pas? Je me suis inspiré de ce qui existe et j'ai fabriqué cette antenne avec les matériaux et pièces dont je disposais. L'idée de cette antenne m'est venue après avoir découvert cette pièce sur une plateforme de vente asiatique, une boule métallique comprenant 26 trous filetés en M10 avec différents angles. Là, je me suis dit que cette pièce avait un certain potentiel pour la fabrication d'antennes et que j'allais commencer par une Delta Loop. Voici l'ensemble des éléments qui composent l'antenne Delta Loop que je vous propose de fabriquer. Avec ici un piquet d'ancrage, 3 autres piquets pour le système de haubanage, une extension alu de 1 mètre de long, 2 brins télescopiques de 5,60 m, ici un ballon 4 pour 1, une embase, du fil équipé de 2 pinces crocodile qui permet d'obtenir une liaison entre les 2 brins télescopiques, une ligne coaxiale. Pour transporter tous ces éléments, une pochette en cordura. Ici, un chiffon microfibre dont je me sers pour protéger le ballon 4 pour 1 durant son transport, avec un cordon élastique qui permet de maintenir le chiffon microfibre en place. Voyons à présent toutes les pièces qui seront nécessaires à la fabrication et montage de la Delta Loop. Pour le ballon, vous aurez besoin de 2 vis inox en M10 de 30 mm avec tête cylindrique pour clé Allen, 2 entretoises rondes inox en M10 de 30 mm, 4 rondelles inox A2 de 10 mm, un manchon PVC pression femelle-femelle de 2 pouces, 2 bouchons pression mâle de 2 pouces, un connecteur SO 239, 2 petites vis inox pour la fixation de ce connecteur, une petite cosse à œillet, 2 cosses à œillet de 10 mm, 2 tors FT 140 par 43, du fil de cuivre souple gainé rouge et bleu de 0,75 mm, 3 bouchons plastiques de bouteilles de lait, des petits colliers en polyamide, de la gaine thermorétractable. Vous aurez également besoin d'une bombe de peinture noire mat, du frein filet bleu, de la colle PVC rigide et du vernis à ongles ici de couleur orange. Pour l'embase, vous aurez besoin de 2 entretoises inox hexagonales en M10 de 30 mm, 2 vis sans tête inox en M10 de 40 mm pour clé Allen, une boule métallique avec 26 trous filetés en M10, 2 écrous inox en M10, 2 rondelles inox de 10 mm et une entretoise nylon en M10 de 30 mm. Pour le haubanage, vous aurez besoin de 15 mètres de paracorde 550, une rondelle inox A2 ou inox 304 en M10 de 40 mm, 3 pièces plastiques comme celle-ci, ici luminescente, de la gaine thermorétractable de 6,4 mm de diamètre, du fil à coudre synthétique. Ici, 3 piquets de 18 cm de longueur. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas la fabrication de cet haubanage, mais je vais placer dans la description un lien vers un précédent tutoriel où tout est déjà détaillé. Concernant l'extension alu que j'utilise aussi avec mon antenne verticale, multibande, portable, j'ai considéré que cette version, constituée d'un tube alu ronde plein de 11,5 mm, était trop difficile, trop longue à fabriquer et trop lourde aussi.
En effet, chaque gramme apporté en randonnée en moins est appréciable. C'est pourquoi j'utilise désormais un tube creux de 15,5 mm de diamètre avec de part et d'autre ceci, une espèce de rivet en M10 que je place de chaque côté du tube après avoir préparé ce dernier à l'aide d'une fraise. Sur l'un des côtés est placée en plus une vis sans tête en M10 de 40 mm pour clé Allen qui est collée au rivet avec de la colle forte. Je mets 20 minutes environ pour fabriquer cette extension de 1 mètre contre 2 à 3 heures pour la première version. J'envisage par la suite de faire des éléments de 50 cm pour l'antenne verticale. Si vous ne voulez pas vous embarrasser avec la fabrication de cette extension, vous pouvez utiliser des extensions de l'antenne JPC Pack 12. Elles peuvent être achetées au détail. 4 vous seront nécessaires. Pour le fil reliant les deux brins télescopiques de 5,60 m, vous aurez besoin de 2 pinces crocodile 10-20 ampères, de la gaine thermorétractable 6,4 et 13 mm de diamètre, du fil à coudre synthétique, de la paracorde de type 1, 2 petits manchons plastiques que l'on trouve communément sur les cosses électriques, 10 mètres de fil 18 AWG, autrement dit du 0,75 mm². Lorsque j'ai débuté mes expérimentations avec cette antenne, je me suis rendu compte que les brins télescopiques n'étaient pas suffisamment rigides pour supporter le poids du fil et des pinces crocodiles. Ce qui veut dire que le 16 AWG, ou si vous préférez du 1,5 mm², ne convient pas si vous voulez déployer totalement les brins. Cela passe juste avec du 18 AWG. Aussi, je n'utilise pas la partie terminale des brins télescopiques. Je la laisse rétracter. Si vous taillez l'antenne pour le 10 mètres, du 16 AWG conviendra. Il faudra rétracter les 2 brins télescopiques en conséquence pour obtenir la longueur d'onde adéquate. Pour conditionner proprement le fil de liaison lors du transport ou stockage de l'antenne, un collier velcro sera parfait. J'allais l'oublier. Pour finir, il faut un piquet d'ancrage de JPC Pack 12 que l'on peut commander au détail et que j'ai surmonté ici avec une entretoise hexagonale en M10 de 30 mm. Vous pourrez trouver la liste de toutes ces pièces dans la description de la vidéo. Voyons maintenant comment fabriquer un balloon 4 pour 1. Ce balloon 4 pour 1, qui est la pièce maîtresse de l'antenne Deltaloop portable que je vous propose de fabriquer. Lors du développement de l'antenne, avant de me lancer dans la fabrication d'un balloon 4 pour 1, je me suis penché sur la question pour déterminer quel était son rôle exact, les options disponibles et choisir celle la plus adaptée à mon besoin. J'ai tout d'abord remarqué qu'il existait 2 types de ballons, le ballon de tension et le ballon de courant. Un ballon de tension, appelé selon sa conception ballon Rousroff, impose une égalité de tension entre les 2 bancs de l'antenne, mais ne garantit pas l'égalité des courants, ce qui pour une Deltaloop peut faire apparaître des courants de mode commun sur la tresse extérieure du coaxial. Le coaxial devient alors une partie rayonnante de l'antenne, engendrant un diagramme de rayonnement déformé, un ROS instable selon la longueur du coaxial. Il y a plus de bruit reçu car le câble capte localement. En résumé, le ballon de tension fait semblant d'équilibrer l'antenne, mais ne le fait pas réellement. Un ballon de courant, pourquoi c'est mieux? Un ballon de courant force l'égalité des courants dans les 2 conducteurs de l'antenne. Il bloque les courants de mode commun. On obtient alors une alimentation réellement symétrique, un diagramme de rayonnement stable et prévisible, la ligne coaxiale qui ne rayonne pas, le ROS plus stable, quelle que soit la longueur du câble, il y a moins de bruit en réception et un meilleur comportement multibande, même si la loupe est utilisée hors résonance. Pour la fabrication de la Deltaloop, mon choix s'est porté sur un ballon de type Guanella, car elle combine plusieurs avantages. Il agit comme un transformateur d'impédance 4 pour 1 selon le montage. Il fonctionne comme un choc RF efficace pour bloquer des courants de mode commun.
Il est large bande, stable, même hors résonance ou sur plusieurs bandes. Il impose l'égalité des courants dans les conducteurs, empêchant le coaxial de rayonner. Le ballon Guanella est basé sur des lignes de transmission, pas sur un couplage magnétique pur. Autrement dit, il transporte la puissance HF dans des lignes de transmission, pas dans le ferrite. Le ferrite, lui, ne sert uniquement qu'à bloquer les courants de mode commun. Contrairement à un transformateur magnétique, le noyau ne transfère pas l'énergie, ce qui donne une large bande passante, peu de pertes et une bonne tenue en puissance. Voici un dessin du ballon 4 pour 1 que je vous propose de fabriquer. Il est composé de 2 tors formant 2 Guanella 1 pour 1. Chaque tore porte une ligne bifilaire, rouge et bleue, côte à côte, enroulée de 10 spires sur un ferrite FT140-43. Chaque tore est un ballon de courant 1 pour 1. Pourquoi 2 lignes bifilaires? Parce qu'un Guanella 4 pour 1 est égal à 2 Guanella 1 pour 1 combinés, avec du côté antenne une connexion en série et du côté coaxial une connexion en parallèle. Ainsi, toute l'énergie HF circule dans les lignes et les ferrites bloquent efficacement le mode commun. Si vous respectez strictement le schéma du ballon, une fois sa fabrication terminée, il devrait bien fonctionner. Je vais débuter la fabrication du ballon 4 pour 1 en m'occupant tout d'abord des pièces en PVC. Sur les 2 bouchons, je vais faire un trou permettant le passage d'une vis en M10 et sur le manchon, 3 trous permettant le montage du connecteur SO239. Pour cela, je vais procéder de la manière suivante. Je vais faire des repères à l'aide d'un marqueur, puis des avant-trous à l'aide d'un petit foret et ensuite des trous avec une fraise étagée. Voilà, les pièces ont été percées et maintenant je vais les poncer. Voilà, les 3 pièces en PVC ont été poncées. Ce que j'ai également fait, c'est limer le manchon PVC à l'aide d'une petite lime ronde afin d'intégrer correctement la petite cosse à œillet. Ce que j'ai fait également, c'est tordre les cosses à œillet de 10 mm de cette manière afin que dans le bouchon, elles soient comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est procéder au bobinage des 2 tors. Très bien. Pour le bobinage, rien de compliqué.
vous allez avoir besoin de deux longueurs de fil rouge et bleu de 65 cm de longueur. Passer le fil dans le tore de cette manière. Maintenir le tout avec un collier en polyamide. Ici, de longueur de 10 cm. Ensuite, vous allez faire des tours, 10 tours, sachant qu'à chaque fois que les deux fils passeront dans le tore, cela comptera comme pour un tour. Le bobinage devra être serré, mais pas trop, régulier, les deux fils bien côte à côte. Voici ce que vous devriez obtenir à la fin de cette opération. Allez, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Et l'on répète l'opération. Et de 2. Maintenant, ce que vous allez faire, à l'aide d'un ciseau, c'est couper les 3 bouchons de bouteille de lait de manière à obtenir ceci. Bon, moi, pour gagner du temps, je me suis déjà occupé de mes 3 bouchons. Et ce que je vais faire, ce sont 3 trous au centre de chacune de ces pièces, de manière à pouvoir y passer par la suite un collier en polyamide. Maintenant, il va falloir connecter les deux tores ensemble. Et pour vous faciliter la tâche, je vais remettre à l'écran le schéma du ballon 4 pour 1. Toujours pour vous faciliter la tâche, je vais vous montrer 2-3 astuces. Très bien. J'espère que l'on voit bien ce que j'ai fait à l'écran. Je n'ai rien coupé, je n'ai rien soudé, j'ai juste repéré les différents fils. Première astuce, qui est en fait une méthode. Afin d'éviter de faire des erreurs, afin d'éviter de se prendre la tête, on va placer les deux tores tels qu'ils sont représentés sur le dessin. Ne riez pas, la première fois que j'ai fabriqué ce ballon, je ne l'ai pas fait et eh bien, ça m'a pris du temps. Deuxième astuce, on va faire abstraction des fils qui se trouvent au-dessus. On ne va s'occuper que de ceux qui sont en bas. Sur les 2 fils qui seront raccordés aux bornes de l'antenne, sur lesquels on va souder ensuite des cosses à œillet de 10 mm, on va y placer un morceau de gaine thermorétractable sur lequel est inscrit la lettre B, B comme balanced. Sur la paire de fils restants, rouge et bleu, qui seront ensuite soudés ensemble, on va les passer ensemble dans un morceau de gaine thermorétractable de couleur noire. Pour les fils du bas, c'est terminé. Restent les fils du haut. Très facile. Le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu. Ces fils seront raccordés sur le connecteur SO239. Donc, on va passer chaque paire de fils dans un morceau de gaine thermorétractable sur lequel est inscrit la lettre U. U comme unbalanced. Une fois que vous avez réalisé vos repères, vous allez pouvoir mettre en place les pièces en plastique de cette manière. Et ensuite, on verrouille avec un deuxième collier.
Voilà, les pièces en plastique sont en place. Je vais maintenant souder les deux cosses de 10 mm sur les fils correspondants, faire toutes les soudures nécessaires. Cela va me prendre du temps, donc je vais faire cela hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Voilà, toutes les soudures ont été réalisées. J'ai fait une modification au niveau du manchon. Ici, j'ai fait un détrompeur. Je vais continuer le montage des différentes pièces sans coller les pièces en PVC de manière à pouvoir tout démonter en cas d'éventuel problème. Pour le montage d'un bouchon, c'est très simple. Je prends le ballon, la vis M10, la rondelle. Hop, je fais passer le tout dans le bouchon, une rondelle, et enfin notre toise. Pour la soudure du connecteur SO239 et de la petite cosse œillet, il convient de procéder comme suit. On démonte les deux bouchons, on fait pivoter le ballon à l'intérieur de manière à ce que les deux fils soient bien en face de l'orifice. On raccourcit ces deux fils le plus possible. On passe un petit manchon de gaine thermorétractable sur chacun des deux fils qui servira tout à l'heure à recouvrir la soudure du connecteur et de la petite cosse à œillet. On soude ces deux pièces et enfin on pourra remonter le ballon sans coller les pièces en PVC et procéder à divers essais. Très bien. J'ai procédé tout à l'heure à un test du ballon en conditions réelles à l'aide de mon Xiegu X6100 puissance 5 watts sur plusieurs bandes et vu les résultats obtenus, j'en ai déduit que le ballon fonctionnait correctement. Je vais donc pouvoir procéder au collage des différentes pièces en PVC. Un petit point de détail. En montant le connecteur SO239 sur le manchon, j'ai remarqué qu'il y avait comme une espèce de vide ici entre les deux pièces. Alors pour pallier à ce problème, j'ai utilisé du fil à coudre, j'ai fait un certain nombre de tours et ensuite j'ai utilisé de la colle cyanocrylate pour enduire le tout et le résultat est propre et je ne pense pas que j'aurai par la suite des problèmes d'infiltration à ce niveau. Pour le collage des pièces, on va procéder de cette manière. On va tout d'abord aligner les trois pièces comme il le faut, faire des repères au marqueur et ensuite s'occuper d'un bouchon et une fois que c'est sec, on s'occupe de l'autre. Pendant ce temps-là, on pourra s'occuper du montage de l'embase. Le montage de l'embase, rien de compliqué. J'ai étalé ici les différentes pièces telles qu'elles doivent être montées sur la boule métallique. Pour le montage, deux choses à respecter. Ici, le pas de vis doit avoir une longueur de 15 mm. Deuxième chose, il ne doit pas y avoir de continuité électrique entre notre toise hexagonale et la boule métallique. C'est ce qui explique la présence d'une autre toise hexagonale en nylon. Par rapport à la version d'origine, j'ai rajouté ici deux rondelles. L'angle de l'apex. Vous avez la possibilité soit d'avoir un apex de 60 degrés ou bien 90 degrés. Pour ma part, j'ai choisi 90 degrés. Pourquoi ? Parce que je veux faire fonctionner l'antenne en multibande. Je veux faire fonctionner l'antenne jusqu'aux 40 mètres. Et pour cela, il est préférable que le périmètre de mon triangle, de mon delta, soit le plus grand possible.
Étant donné que je travaille avec une contrainte, c'est-à-dire 2 brins télescopiques de 5,60 m, ou tout du moins 5,20 m chacun, étant donné que je n'utilise pas la partie terminale, pour avoir le périmètre du triangle le plus grand possible, je n'ai pas d'autre choix que d'employer un apex de 90 degrés. Voilà, la colle PVC a eu le temps de faire son effet et de souder les différentes pièces entre elles. Je vais maintenant pouvoir finaliser le ballon en montant les pièces restantes, c'est-à-dire les rondelles et les entretoises rondes. Pour cela, je peux m'aider d'une entretoise hexagonale. Et pour que les entretoises rondes ne bougent plus, je vais mettre sur les différents pas de vis une goutte de frein filet. Ensuite, je reviendrai sur cette vis de manière à ce que lorsque je vais monter le ballon sur nos bases, le connecteur SO 239 soit vers le bas avec un angle de 45 degrés. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord pour la pluie, l'eau, et ensuite pour éviter une contrainte mécanique au niveau de la ligne coaxiale. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, ponçage, masquage, puis mise en peinture. Ok, la peinture du ballon sèche tranquillement. Il est maintenant temps de s'occuper du fil de liaison. Le fil de liaison, comment est-il fixé sur les brins télescopiques? Je vais vous faire une petite démonstration. Ici, une petite boucle en paracorde, la petite bague plastique dont j'ai parlé tout à l'heure, début de vidéo, et la pince crocodile. Je vais prendre avec moi une antenne télescopique de 2,50 m. Je vais me servir de la partie terminale. Alors tout d'abord, le fil de liaison est stocké de cette manière pour éviter de perdre la petite bague en plastique. Pour mettre en place le fil de liaison sur le brin télescopique, on procède comme ceci. Je vais passer le brin d'antenne de la boucle, je serre assez fort, ce qui fait que la bague empêche à la paracorde de coulisser sur le brin télescopique. Je mets en place la pince crocodile et le tour est joué. Si vous aimez l'impression 3D, je vais placer un lien dans la description de cette vidéo qui vous mènera vers un tutoriel dans lequel un OM fabrique une antenne Delta Loop en utilisant des pièces fabriquées en impression 3D et notamment un système de fixation que j'ai trouvé beaucoup plus élaboré que le mien, voire élégant. Cela vaut le coup d'œil. Pour enlever le fil de liaison du brin télescopique, très simple, je tire sur le nœud de la paracorde. Ensuite, je tire sur la bague. Hop, j'enlève la pince crocodile. J'enlève la boucle. Et ensuite, je replace la boucle dans les mâchoires de la pince crocodile. Et voilà. On a donc ici 2 fils de liaison. Un qui est taillé pour la bande des 10 mètres et un autre qui est taillé pour la bande des 17 mètres, qui permet d'obtenir un delta avec un périmètre de 17 mètres. Alors j'aurais bien aimé que ce fil soit plus long, bien plus long. Mais malheureusement, sa longueur est conditionnée par le fait que les 2 brins télescopiques ne mesurent qu'un peu plus de 5 mètres. Et aussi par le fait qu'il ne soit pas suffisamment rigide. Compte tenu de cette contrainte physique et mécanique, on ne peut pas faire autrement. Alors, je ne dispose plus de pince crocodile, donc je vais être contraint d'emprunter celle qui se trouve sur ce fil. C'est assez embêtant, mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ainsi, vous pourrez voir la fabrication d'un fil de liaison. Avant de démarrer la fabrication du fil de liaison, eh bien, il faut déterminer sa longueur. Pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez votre embase, votre ballon, les 2 brins télescopiques, vous montez tous ces éléments,
Vous étalez sur le sol les deux brins télescopiques de la manière la plus droite possible. La partie terminale, on la laisse rétracter. Ensuite, vous prenez votre fil, vous partez d'un brin et allez jusqu'à l'autre. Et ainsi, vous obtenez la longueur de fil nécessaire. Avant de souder à chaque extrémité une pince crocodile, nous allons y placer deux gaines thermorétractables. Un morceau de 3 cm de longueur, diamètre 6,4 mm, et un morceau de 4 cm, diamètre 13 mm. Nous n'allons pas utiliser ceci parce que ce n'est pas solide, cela s'abîme très vite. Les pinces crocodiles ont été soudées, les gaines thermorétractables sont en place. Alors maintenant, ce que vous allez faire à l'aide d'une règle et d'un marqueur, c'est faire sur chaque fil deux repères. Vous allez faire un repère ici à 9 cm en partant du bout de la pince crocodile et un autre à 10 cm. Ensuite, je prends mon rouleau de paracord de type 1 et je vais faire ce que l'on appelle un nœud d'arrimeur. Pour faire un nœud d'arrimeur, c'est simple. Je tiens la paracorde avec la main droite. Avec la main gauche, je fais une boucle en passant par-dessus, comme ceci. Et ensuite, avec le bout, je fais un tour et deux tours. Et le bout, je vais le passer dans la boucle. Et je serre. Le but est d'obtenir un gros nœud. Ensuite, je fais un demi-nœud. Et ce demi-nœud, je vais le placer, en mettant une règle, à 11 cm du nœud d'arrimeur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, avec un ciseau, je vais couper ce qui est en trop et brûler chaque extrémité avec un briquet. Une fois que ce sera fait, je recommencerai l'opération. Voilà, les deux morceaux de paracorde sont prêts. Ici, il y a 140 cm de fil à coudre qui vont me servir pour fixer sur ce fil ce morceau de paracorde. Et pour cela, je vais placer le demi-nœud au niveau du repère situé à 10 cm de la pince crocodile. Et avec le fil à coudre, je vais faire des tours jusqu'au repère situé à 9 cm. Voilà ce que l'on obtient. Et c'est très résistant. Voilà, les deux morceaux de paracorde sont fixés sur les fils. Alors maintenant, je vais mettre en place correctement les gaines thermorétractables. Voilà, c'est fait. Alors, point particulier que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, concernant la gaine thermorétractable au niveau des pinces crocodiles, on ne chauffe que cette partie-ci, pas cette partie-là, de manière à conserver la possibilité d'ouvrir les mâchoires. Reste à mettre en place les petites pièces en plastique sur les paracordes. Pour faire cela, on prend du fil à coudre, on fait une boucle, on fait passer cette boucle au travers de la pièce en plastique, on vient passer la paracorde dans la boucle et ensuite on tire. Et normalement, ça va rentrer. Voilà, le fil de liaison est terminé. Et maintenant, il est temps de déballer le ballon. Allez, c'est parti.
Et voilà, je suis très content du résultat. L'extension alu. Si vous fabriquez une extension alu avec ces différentes pièces, vous allez vous rendre compte que celle-ci présente un défaut. À l'intérieur, il n'y a pas de taraudage sur la totalité de sa longueur. C'est ce qui explique, entre autres, pourquoi j'ai placé une autre toise hexagonale ici sur le piquet d'ancrage. Si vous voulez par exemple fabriquer des extensions alu pour pouvoir en assembler plusieurs, il faudra donc qu'il y ait ici une longueur de filetage suffisamment conséquente. Par contre, si c'est pour visser ici un accessoire comme une embase par exemple, il faudra au contraire que cela ne soit pas trop long. Pour différencier vos extensions, ce que vous pouvez faire, c'est placer la vis sans tête pour clé Allen dans un sens ou bien dans un autre. Ainsi, vous pourrez faire facilement la différence. Pour coller cette vis à l'ensemble, j'utilise cette colle qui est très efficace. Inutile d'en mettre de trop. Et d'ailleurs, lors de la fabrication de votre extension, et en particulier du collage de la vis, je vous conseille fortement de faire un test de continuité car cette colle est isolante. CQ, CQ, SOTA, CQ, CQ, SOTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, is calling or listening, over. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, good afternoon my friend, you are 3-3. Thank you very much, my friend, and see you again. Bye bye. 73. Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango. Good afternoon, my friend. You are 5-7, 5-7. Bonjour, your report 5-7. Thank you for SOTA 73. Good luck. Thank you very much, my friend, and see you again. Bye bye. Italy 1, Whiskey Kilo November. Italy 1. Italy 1, Whiskey Kilo Nancy. Vous êtes 5-7, 5 and 7, Roger. Roger, my friend. Sierra 5-7, India Lima Foxtrot. You are 4-4 also. 4-4 also. Thank you very much for the call on 73. Thank you.
Pour ranger votre fil de liaison et permettre son déploiement rapide lors d'une prochaine sortie et pour tout simplement éviter des nœuds, je vous conseille d'adopter cette méthode. Vous passez vos deux doigts ici dans la boucle, vous faites passer le fil derrière le pouce, vous faites le tour de vos deux doigts, vous passez entre l'annulaire et le majeur, vous retournez derrière le pouce et ainsi de suite. Et voilà. La vidéo touche à sa fin. Pour conclure, cette antenne Deltaloop portable n'a évidemment pas la prétention d'être parfaite ni universelle. Elle est le résultat d'un compromis assumé entre encombrement, simplicité de mise en œuvre et performance radio. Sur le terrain, elle m'a permis de réaliser de beaux QSO sur plusieurs bandes avec un niveau de bruit souvent très faible et un comportement globalement sain. Entre son silence en réception et son efficacité pour aller chercher parfois le DX, même en conditions QRP, elle pourrait bien devenir votre meilleur allié lors de vos prochaines sorties. Voir le bruit de fond s'écraser et laisser émerger des signaux faibles est toujours très satisfaisant. Et c'est là que la radio devient vraiment passionnante. La Deltaloop est une antenne riche en subtilité, la géométrie du triangle, la position du point d'alimentation et la hauteur au-dessus du sol influencent son rendement et son diagramme de rayonnement. C'est précisément ce qui en fait, à mon sens, une antenne idéale pour l'expérimentation en portable comme en fixe. Si cette vidéo vous a donné envie de tester, d'adapter ou d'améliorer cette antenne Deltaloop portable, alors mon objectif est atteint. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience, vos variantes ou vos questions dans les commentaires. C'est toujours enrichissant d'échanger autour de solutions concrètes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains projets. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. 73 à tous.